les gens ils vivaient chichement. Alors les gosses, mon père il avait peut-être 7 ans, ils l'ont placé dans une ferme. Et c'était loin de la maison. Un gamin de 7 ans, il le faisait lever à 5 heures du matin. Il me dit, vous savez mes enfants, je couchais dans le poulailler avec les poules par terre. Quand je voyais qu'ils apportaient une bonne gamelle au chien, quand ils étaient partis, j'allais voler la gamelle du chien parce qu'ils ne me donnaient même pas à manger. Un jour, je leur ai dit, mais vous m'avez jamais rien donné et j'ai plus de souliers. Il faudrait me donner quelques sous, j'irai m'acheter des souliers. Ils m'ont donné quelques sous. Et moi, j'avais tout prévu. Je m'étais fait un baluchon avec du pain, j'avais mis quelques œufs et les sous que j'avais pour les souliers, je suis partie. Et il me dit, j'ai pris le train, j'ai suivi une dame. J'ai dit, cette dame, elle va où? À Katowice. Elle descend, je descends. Je ne savais pas où j'allais, je ne connaissais rien du tout. Il me dit, la dame, elle est partie. Et moi, je me suis retrouvée tout seul. J'étais quand même un gamin. Je me suis assise sur les marches de l'église. Un mineur qui passe, il dit, petit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Alors il dit, parce que je suis perdu. Et je lui ai expliqué mon cas. Petit, je m'occupe de toi. Viens avec moi. Il me dit, c'était mon sauveur. Il m'a amené au bureau des mines et il voulait me faire embaucher. L'ingénieur, il dit, écoutez, moi j'ai un grand jardin. Petit, tu sais travailler dans le jardin? Ah oui, mon père, il dit, ah oui, j'ai fait que ça. Je travaillais dans une ferme. Alors il dit, eh bien écoute, je te prends chez moi et tu feras jardinier. Mais il m'a dit, ils m'ont mis une petite chambre. Moi, j'ai jamais dormi dans une chambre. Il me dit, je me croyais vraiment au paradis. Après, ils m'ont embauché à la mine, mais je restais toujours chez eux. Et il me dit, je ne suis pas retournée chez mes parents. Et un jour, la police est venue et j'ai été obligée de plier. Il me dit, l'ingénieur, il pleurait avec sa femme, et moi encore mieux. Et ils m'ont pris et ils l'ont puni, qu'il était en retard pour son régiment. Ils l'ont envoyé vers la Russie. Mon père, il est venu, il avait dans les 20 ans. Et là, quand ils arrivaient comme ça, les jeunes, il y avait des baraquements. On les mettait dans les baraquements. Ils avaient une table, des chaises, un lit. Et il y avait une cantine polonaise. Ils mangeaient à la cantine à midi. Et le soir, ils se débrouillaient. Voilà. Et là, comme il était jeune, il a cherché à se marier. Il a trouvé ma mère au Combe. Et ils se sont mariés tous les deux, voilà. Bien avant la guerre de 14-18, que mes parents, mes grands-parents, sont déjà immigrés de Pologne en Allemagne. Après la guerre 14-18, quand la France a eu besoin des mineurs, ils ont demandé des ouvriers polonais. Alors, ils leur ont préparé même des trains, des wagons spéciaux, des wagons de marchandises, où beaucoup, même des Polonais, ont amené leurs meubles. Parce qu'ils étaient venus en France sous contrat. Moi, personnellement même, j'ai une horloge, mais qui était achetée déjà en Allemagne. Parce que mes grands-parents, ils étaient déjà en Allemagne. Mon père, quand il est venu en France, il avait à peu près 19 ans. Il est venu avec un oncle et une tante. Ma mère, elle est venue avec ses parents et un frère. Ils sont venus à Roche-la-Molière. Et là, ils ont fait connaissance. Ils sont mariés. Et moi, je suis né en France. Ils étaient groupés dans des cités où on a même construit spécialement. C'était des maisons, on peut dire des baraquements. Mais c'était une maison où il y avait 5 appartements. Et la cité du Bourgeat, où j'ai vécu, c'est tout de suite à côté de la cité de Beaulieu. Aujourd'hui, c'est tout détruit. C'est tout. Derrière, il y avait une sorte de maison construite en planche. Et là, il y a eu beaucoup de réunions de sociétés.
parce que les Polonais, comme ils étaient groupés, ils ont fait leur association, mais il y en avait plusieurs. Il y avait une société de musique, la gymnastique, des femmes, c'était le rosaire, des femmes polonaises, des sociétés comme ça. Et il y avait un bâtiment où ce qu'ils ont fait un peu comme une salle de spectacle. En bout, de l'autre côté, il y avait une petite cantine où on donnait des repas, surtout pour les célibataires. Et puis ce qu'il y a, quand ils sont arrivés ici, ils ne parlaient pas le français, mais comme il y avait beaucoup de Polonais qui arrivaient, alors ils les mettaient ensemble. Alors chaque mineur avait une petite maison. Alors moi j'habitais dans la rangée où il y avait 30 maisons. Il y avait 3 pièces et un grand jardin et un WC dans le jardin. Et on n'avait pas d'eau. On allait à la fontaine. Ah ben la fontaine c'était une bonne chose. Ah, ça, c'était les dames avec leurs petits seaux. Et et tes petits vont bien, et ton mari, ça va. Ah, c'était la causette. Et il n'y avait rien avant. Ils ont resté dans une coquille, avec la cité. Ils étaient plus en Pologne qu'en France, parce que c'était groupé. C'était groupé. Et peut-être c'est ça qui a fait un peu qu'ils continuaient à être polonais et ils n'apprenaient pas tellement le français. C'est comme pour les mamans. Elles ne parlaient pas un mot de français. Elles n'allaient pas au marché ni au casino. Les marchands, ils passaient autour de la cité. Alors il y avait le boulanger polonais, le boucher polonais, le charcutier polonais, les légumes aussi. Alors les grand-mères, elles n'avaient pas de problème parce que tous les marchands parlaient polonais. Dans les maisons, on parlait en polonais. Bien sûr, on allait à l'école, on parlait français, c'est normal. Hein? Il y a celles qui allaient à l'école polonaise. À l'école, j'ai eu des problèmes parce qu'on apprenait le français. Mes parents ne parlaient pas encore. Puis progressivement, ils ont appris par la suite. Alors, ils ne m'ont pas bien aidé. À l'école, je n'ai pas été beaucoup. Et là, après, à 9 ans, j'étais dans la classe polonaise. Mais il y avait 4 heures d'école en français et l'après-midi, c'était polonais. Alors, j'apprenais les 2 langues en même temps. On avait une maîtresse française, on avait une maîtresse polonaise. Le prêtre, il était logé par la mine. La maîtresse était logée par la mine. Ouais. Ouais, la mine était généreuse à cette époque. La salle polonaise, je me rappelle, c'était à Beaulieu, bien sûr, en dehors. Il n'y avait rien, absolument, un terrain libre. Il y a un prêtre polonais qui a été demandé parce qu'il avait justement la jeunesse. Et il ne savait pas où se réunir. Parce que cette salle qui était au Bourgeois, avant, ils ont tout démoli. Alors il n'y avait pas d'autre salle. Alors il a demandé s'il peut construire un foyer, pour ainsi dire. On lui a accordé, mais sous condition, il n'y avait rien à payer ni rien, mais sous condition que si la mine avait besoin de ce terrain, on serait obligé de tout démolir. Au-dessus, il y avait un puits. Il s'appelait un puits-combe. Et c'était un puits qui marchait à la vapeur. Et il y avait une grande cheminée en briques. Et comme ils fermaient le puits, pour prendre le puits char, ils ont tombé la cheminée. Et ces briques, ils ont servi pour construire la salle polonaise. Et puis, par la suite, il y a un autre prêtre qui est venu. Lui, il voulait ça plus grand. Il a pris un entrepreneur, et bien sûr, il a été voir tous les habitants polonais à Beaulieu pour qu'ils viennent aider. Et ça s'est construit surtout par des bénévoles. Alors, ils ont soulevé le toit, et ils ont allongé devant, et ils ont allongé derrière. Alors, ça fait qu'il y a la salle, ils ont fait la scène,
Maintenant, c'est une salle de spectacle, pour ainsi dire. Le prêtre qui a agrandi la salle, lui, il aurait voulu que la salle soit polonaise, et au prêtre. Tandis qu'il a fait un vote, mais le vote n'est pas passé. Et ça marche comme ça maintenant, tout va bien. Autrement, la salle aurait été au prêtre, et les sociétés, comme par exemple qui seraient un peu laïques, ils n'auraient pas droit. Et comme ça, tout le monde a droit. On faisait la procession pour la fête de Dieu, mais de tous les alentours où il y avait des Polonais, de Saint-Étienne, il y avait la Béraudière, cité Pontcharrat, Trémolin, ils venaient tous, on faisait le tour de la cité, la procession. Ça s'appelait le quartier de la Mine. C'était un petit village, il n'existe plus, hein, mais il y avait la coop, il y avait le boulanger, il y avait le boucher, des bistrots, parce que les mineurs de tous les coins, ils venaient à pied, ils s'arrêtaient pour boire un café ou autre chose. Et pour aller à la chapelle, on était obligé de traverser tout le village. Et bien, quand c'était dimanche, les gamins du quartier de la Mine, ils nous attendaient. Des moments, ils nous couraient à coups de pierre. Parce qu'ils disaient toujours, avec vos souliers vernis, nous. Ah, le dimanche, on avait tous des souliers vernis. Et nous, on disait, et vous, avec vos galoches toutes sales. Mais les Polonais, ils avaient des coutumes. Pour Pâques, il fallait tout nettoyer la maison. Tout le monde badigeonnait la maison. C'était pas de tapisserie, badigeonnait. Moi, je me rappelle, mon père, ma mère, elle voulait une couleur vert d'eau. Alors, il fallait, mon père, il mettait de la peinture et il badigeonnait vert d'eau. L'année d'après, elle voulait canari. Oh, mon père, il disait, encore une folie. Pour Pâques, il y a une tradition où c'est qu'on s'arrose. On appelle ça dengus. C'est-à-dire, dans le temps, les garçons arrosaient les filles le lendemain de Pâques. Et on se demandait pourquoi. C'était pour qu'elles soient fertiles, comme qu'elles soient fertiles. Voilà. Il fallait faire les dredons en plumes aux filles avant qu'elles se marient. Alors, ma mère, elle plumait les oies 2 fois. Alors, elle les plumait vivants, les premiers. Quand elle commençait à perdre les plumes, c'est que c'était mûr, elle disait. Toutes les mamans du village, enfin de la cité, le soir, après souper, elles venaient dans la famille et les grandes plumes, elles criaient. Le duvet, on le passait comme ça, le duvet, et les plumes, elle attrapait la plume par en haut, et puis elle tirait comme ça d'un côté et de l'autre. Et ça faisait comme un... Et ça, on le jetait. Et on gardait que le duvet et pour faire l'édredon. Alors ça durait peut-être un mois. Et attention, hein, alors nous les gosses, on était coquins de mots. On passait les plumes. Il y en avait plein de maisons. Et les dames, et les mamans, elles criaient arrêtez les gamins. Et nous, ça nous faisait rire, tu vois. Elles mettaient toutes leurs petits fichus parce que c'est de la poussière. Et quand c'était terminé, qu'elles avaient tout fini, que l'édredon était prêt, alors c'était pimpec. Il y avait le mousseux, le thé, le café, des petits sandwichs, des gâteaux, des punchki, des bunes. Ma mère, elle faisait de tout. Elle chantait, elle racontait des bêtises. Et nous, les gosses, on était assis dans un coin, on se marrait. Et toute la nuit, elle restait. Ah, c'était la fête. Les hommes, ils n'avaient pas le droit de rien dire. C'était la fête, c'était normal. Plus tard, ils se sont organisés, ils ont fait une collecte, ils ont fait faire un plancher et on avait bal. Les filles, on était toutes là. Hein, à 2 heures, on était toutes là, les filles. Et les garçons, ils venaient, comme c'était dehors, en pleine nature, ils regardaient de loin. Ah, il y a des filles, on y va. Et puis, il y a eu des mariages mixtes après, puis après, c'était... Alors, il y avait des fêtes de toutes sortes. Il y avait des fêtes religieuses, mais il y avait des fêtes nationales, et puis il y avait des fêtes, des mariages par exemple. C'était grandiose quand on faisait un mariage. Un mariage durait 3 jours. Tout le mariage, avec les jeunes mariés, on faisait le tour de la cité. Alors, en plein panier de gâteaux,
2 ou 3 bouteilles de vodka que les gens portaient derrière. C'est les jeunes mariés passaient devant. Tous les gens étaient, les musiciens en premier, les jeunes mariés en deuxième. La musique qu'elle jouait, tous les voisins étaient debout, en chemise de nuit, en pyjama, ils attendaient. C'était la coutume et il fallait faire honneur aux jeunes mariés. On leur donnait un morceau de gâteau pour le petit déjeuner et le mari buvait une petite goutte de gnôle. Et puis on allait à la maison suivante, et on faisait le tour de la... C'était la coutume. À 14 ans, j'attendais que la mine m'embauche. Et à 15 ans, j'étais embauché à la mine. Et à 15 ans, j'étais embauché, c'était le criblage, comme on dit, où on triait les pierres. Et à 18 ans, je suis descendu au fond de la mine. Et en tout, j'ai fait 31 ans de mine. J'ai travaillé avec toutes sortes du monde, aussi bien des Italiens, Espagnols, des Algériens, des Marocains. Au Bourgeat, par la suite, après, on mettait pas seulement des Polonais. J'avais un voisin qui était marocain. Et on s'entendait bien parce qu'ils avaient des enfants, moi j'avais des enfants. Des moments, mes enfants s'occupaient de petits Marocains qui étaient un peu plus jeunes. Quand j'étais dehors, parce que ce qu'il y a, c'est que les gens vivaient plus en liberté. On sortait plus dehors, on se parlait entre voisins et tout. L'été, on sortait une table dehors et on se mettait à jouer aux cartes entre voisins. Moi, je trouve que j'ai eu une belle vie. Je suis contente. J'ai grandi pendant la guerre, donc le pays n'était pas très riche déjà. Et la guerre a créé beaucoup plus de misère. Voilà, je veux dire que j'ai eu de la chance d'être dans un milieu aisé. Et alors ma grand-mère, pour me faire comprendre ce qui s'est passé vraiment pour les fêtes principales, elle portait quelque chose à des personnes donc dans la nécessité. Il y avait encore de petites maisons, mais le sol était en terre battue encore, par exemple. Mais ces personnes étaient avec une bougie quelquefois. Donc, et c'est drôle, moi j'ai eu l'impression que c'était pratiquement le purgatoire, pour ne pas dire plus. Ça a été une belle aventure. Voilà pourquoi je suis en France. Donc, parce que j'ai rencontré mon mari. Mon mari est venu en France assez jeune. Il devait avoir, je ne sais pas, 6, 7 ans peut-être, 8 ans tout au plus. Donc, dès la fin de la guerre, mon beau-père n'avait qu'une idée d'aller revoir cette famille qu'il avait laissée depuis tant d'années. Ils sont venus et bon, ça a été les coups de foudre, voilà. J'ai connu mon mari, et bon, bien entendu, mes parents n'étaient pas tout à fait pour, parce que j'étais très jeune, avant tout, et deuxièmement, parce qu'ils voulaient que je finisse au moins mes études. Bon, mon mari, il avait promis, hein, oui, je donnerai le temps de terminer ses études, bon, mais après, c'était un peu long. Alors, ça n'a pas été simple. Donc, il fallait choisir un tout petit peu, mais j'ai choisi mon mari, voilà. Et je connaissais un peu la France, étant donné que j'ai eu la chance de faire quelques années de français, et que maman déjà me parlait de la Révolution française, et qu'elle aimait beaucoup donc, la France. Puis c'est vrai qu'avec mon mari à côté de moi, je me sentais invincible. Et mon mari m'avait prévenu, en fait. Hein. Donc il m'avait dit, effectivement, il m'avait expliqué les usines, la fumée, surtout comme on devait rester quelque temps avec mes beaux-parents, parce que pour trouver un petit appartement, le logement, c'était vraiment la crise. Alors, mais comme il m'avait parlé justement de cette crise de logement, alors je vais vous faire sourire un peu, et je suis arrivée, c'était juste la vogue. Donc, comme nous sommes arrivés en pleine nuit, les taxis de Saint-Étienne, parce que le temps s'arrêtait à Saint-Étienne, arrivent sur Fermeny et on passe devant la place du Bray. Je me suis dit, mon Dieu, mais
c'est vraiment si triste que ça pour le logement. Les personnes habitent sous des cabanons. Bon, il m'a expliqué de toute façon du lendemain, de l'après-midi, j'ai commencé à entendre la musique et c'est là que j'ai découvert Tino Rossi. Hein. Parce qu'on n'entendait que ça. Voilà, donc ma première surprise. Alors la deuxième, il y a eu les petits flocons. Donc nous sommes sortis, hein, je voulais voir ça. Mais malheureusement, j'ai déchanté. Hein. Le foie, c'était terrible. Donc après, je ne bougeais plus de la cuisinière des fois. J'avais des petits manteaux en laine, comme on les utilisait chez nous. Donc quand mon mari a vu que vraiment j'avais toujours froid et que je n'avais pas envie de sortir, nous sommes allés à Saint-Étienne pour acheter une fourrure. À l'époque, on faisait les fourrures des moutons, c'était la mode. Et une fois que je suis partie sur Saint-Picot, mais ça a été la coupure pratiquement avec la communauté italienne, à part quelques amis, mais vraiment très peu qui sont restés, et que je connaissais bien, les autres qui sont partis après sur Ferme-Univers. J'ai pris conscience que j'étais en train de me franciser complètement. Mais, comme je vous dis, j'avais quelques amis. Elles m'ont reproché un tout petit peu, parce que c'est vrai que la femme, à ce moment-là, elle était encore confinée à la maison. Surtout les foyers modestes. Donc, pas de voiture. L'intégration se faisait, oui, tant bien que mal. Il ne s'est trouvé pas mal, mais c'était le marché, l'hôpital et la mairie, quelquefois, quand ils en avaient besoin, et surtout quelquefois accompagnés par les enfants. Alors, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que veux-tu que je fasse? Alors, vous êtes prêts pour faire une association? Ah, mais si tu es là, tu vas voir, je commence à en parler et puis tu verras. Et je pense qu'effectivement, c'était le moment de tenter quelque chose. Parce que les femmes avaient envie de sortir, les mamans, parce que les enfants grandissaient, donc prenaient chacun un petit chemin différent, qui se retrouvaient un tout petit peu seuls. Mais je pense que surtout, c'était avant tout qu'ils avaient un tout petit peu avancé aussi. Et on a commencé, donc on a été un petit peu logé par l'amicale franco-italienne des hommes. Ils nous ont fait comprendre qu'on leur prenait le temps, c'était quelques heures par semaine hein, qu'ils nous avaient cédé. Donc ils nous ont fait comprendre que c'était déjà trop. On a enlevé beaucoup de temps pour passer un petit moment. Bon, et puis finalement, malgré ça, j'essayais de faire comprendre qu'on n'était pas là pour jouer aux cartes, tout simplement comme elle faisait, mais pour faire quelque chose, pour faire découvrir notre culture, la faire découvrir aux enfants, avant tout. Parce que les parents, ne connaissant pas beaucoup des choses de leur pays, ne pouvaient pas transmettre. Alors pour moi, c'était très important, cette transmission. Donc, c'était la découverte de leur culture, la faire découvrir aux enfants, et en même temps, la faire découvrir au pays d'accueil, surtout c'était très important pour moi, et découvrir la culture du pays d'accueil. Donc, parce que nous avons fini par laisser donc, les locales de l'amicale des hommes, et nous sommes devenus indépendantes complètement, c'est-à-dire qu'on a eu un local pour nous, que la mairie nous offrait, et que nous avons depuis toujours encore, nous l'avons, et on a pu vraiment faire ce qu'on avait envie de faire. Ça a été une découverte d'être libre, de parler de ce dont ils avaient envie de parler. Et puis on a commencé avec les petits voyages. Donc ils découvraient, et finalement, elles découvraient la France. Et puis on a découvert l'Italie. Voilà. Et on s'est arrêté un petit moment parce qu'il avait un point de vue magnifique, panorama. Alors il s'était mis à côté de moi. Et puis finalement, il m'a regardé et m'a dit « Mais nous sommes vraiment en Sicile, Madame Melançon. » Je dis « Ben oui, c'est la Sicile, mais ce n'était pas sa Sicile, certainement. C'était pas son petit pays, de l'époque de la misère, et c'était autre chose. » Voilà, découvrir leur Sicile. Elle n'y croyait pas. Et ça m'a énormément touchée. J'ai l'impression qu'un but était atteint quand même. Réconcilier
les réconcilier avec leur propre île. Effectivement, ça a été. Et depuis, pour moi, ça a été l'essentiel. C'était un voyage pour découvrir le pays natal et un voyage pour découvrir le pays d'accueil. Et on a pu créer un groupe folklorique. Et ça a été aussi une autre façon de bien découvrir et de se faire découvrir. Et comme disait Mistral, on lui reprochait de parler avec l'accent. Alors il a dit, et vous savez, quand je parle avec l'accent, je parle d'autre chose tout en parlant de mon pays. Voilà. Je suis né en Kabylie. En Kabylie, donc la Kabylie, ça se trouve en Algérie. C'était pauvre, il y avait, je dirais, pas mal de petits fermiers. Hein. Et donc en 64, mon père est venu nous chercher. Je ne savais rien, mais le jour où il a pu réunir une certaine somme d'argent, et c'est avec cette somme d'argent donc il a pu prendre des billets d'avion. La séparation, alors les grands-parents, bien sûr, qui étaient déjà là-bas, c'était dur pour eux, puisqu'ils étaient déjà âgés. Et puis les voisins, alors ils passaient, ils nous ont tenu compagnie, je dirais, on n'a pas dormi toute la nuit. À 4 h du matin, ils nous ont suivis pendant des kilomètres, je dirais, pour arriver à la... dès que la route était petite, et ça, des petits chemins, ils nous suivaient encore, et puis quand la voiture a pris son élan, elle est partie, là, ils se sont arrêtés. Mais c'est vrai que ça a été la gorge serrée, aussi bien nous que ceux qu'on a laissés. Hein. On a la gorge nouée, on a une boule là-dedans, on a envie d'éclater, mais bon, après ça a été, bon, ça s'est fait naturellement, parce qu'après, une fois qu'on était, les partants dans le taxi, on commençait à discuter entre nous. Donc c'était pour se soulager les uns les autres. Enfin, pas moi, mais d'après ce que j'entendais, parce que bon, j'avais quand même 10 ans, donc je comprenais. Je les entendais parler, les adultes, voilà, on va faire ci, on va faire ça. On va construire des maisons, on part pas pour rien. Voilà. Donc je suis né en 1948. Donc je suis arrivé ici en France en 49, septembre 49. Alors vous voyez, j'ai pas vécu, j'avais 13 mois. Lui, puisqu'il est venu en 46, de 46 à 49, il a travaillé. Il a été hébergé dans ça faisait le restaurant, et puis ils appelaient ça hôtel, mais pension, plutôt des pensions, qui se trouvaient avenue de la Gare. Il est resté 9 mois sans travail. Et comme je disais tout à l'heure, donc en même temps, on vivait chez des cousins proches, 3-4 mois chez l'un, 2 mois chez l'autre, 1 mois chez l'autre, etc. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première réaction quand on arrive dans un quartier comme Mogara, tout étonné, on voyait ces grands bâtiments qu'on ne connaissait pas chez nous. On était un peu étrange, des escaliers, on avait quoi, le maximum c'était 2-3 marches, là il fallait monter au 4e étage. Chez les cousins qui habitaient au bâtiment D à l'époque, il me semble. Alors, au bâtiment D à Mogara. Et donc, c'était la première action, c'était dur. Et puis, je me souviens, on est arrivé le 1er février 64. C'était gelé, c'était la première fois. Et je suis arrivé à une espadrille. Et oui, donc c'était un vendredi, soir à 22 h on est arrivé. Et le lendemain matin, le cousin chez qui on était, il m'a amené au marché à Terre-Noire, un samedi matin, et il m'a acheté, donc je me souviens, une canadienne et une paire de chaussures pour marcher au moins sur la neige. J'avais bien le choix après, hein, ça allait bien. Donc ça c'était je dirais les premiers jours. Après, bon, on a trouvé quand même une solidarité à l'époque chez les cousins, chez les Kabyles. En général, hein. Chez Kabyle en général, ils nous invitaient, pratiquement on n'était jamais chez nous, hein. On était invités souvent
Ils étaient contents de nous voir et puis en même temps on leur ramenait des nouvelles du pays. Donc c'était ce que j'ai ressenti moi personnellement pour l'époque, c'était plus la solidarité qui n'existe très peu maintenant par rapport à avant. Alors le ressenti au début, à leur arrivée, c'était très difficile, ils étaient déçus. Ils étaient déçus pour la simple raison, c'est se retrouver pas chez soi, chez les autres. Donc c'était un peu déçu. Puis 9 mois c'est long. 9 mois c'est long sans travail. Et ça a été très très difficile. Je me souviens, ma mère elle a pratiquement fait une petite dépression à l'époque parce que elle n'était pas chez elle. Elle ne se sentait pas, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, elle ne pouvait pas nous élever à sa manière, elle ne pouvait pas nous donner à manger ce qu'elle avait envie de nous donner à manger, parce qu'on mangeait comme ce que la cousine, la femme au foyer, nous donnait. Donc c'était un petit peu, c'était difficile pour eux. Les débuts, c'était vraiment, je ne sais pas s'ils avaient les moyens de repartir, je crois qu'ils seraient peut-être repartis. Sur le coup, hein. Vraiment ma petite enfance, donc la Malafolie, donc je vous disais le quartier Samuel. C'était une seule pièce, c'était en hauteur, ça devait correspondre à un 3e étage, il y avait des escaliers extérieurs. Voilà, c'était vraiment petit, et donc après, le papa il cherchait un appartement un peu plus grand, et il avait donc après, c'est les mines qui lui ont attribué un logement donc à la Verrerie, ce qu'on appelle la Verrerie, rue de la Loire à Firminy. Donc après, jusqu'à l'âge de, on va dire 12 ans, 12-13 ans, j'ai habité là, à Firminy. Et là, moi, c'était une enfance heureuse, vraiment heureuse. Et il y avait un jardin, il y avait des jardins, donc c'était on avait une cour intérieure. Et nous habitions juste une bâtisse en face, seule. Et c'était immense, c'était très grand. Très difficile à chauffer. Enfin, comme le charbon était gratuit, il avait des bons de charbon. Donc, c'était pas mal. Mais s'il manquait, il y avait une solidarité. Les voisins apportaient un seau de charbon. Mais je ne me souviens pas être écarté. Non, être écarté. Parce que à Mogara, quand je suis arrivé à Mogara, donc le cousin en question chez qui on était, il avait des enfants. Et il avait donc un enfant qui avait mon âge. Il avait aussi des plus petits. Donc j'étais chez les plus petits, donc la relation s'est vite faite. C'est peut-être ce qui m'a aidé à m'intégrer beaucoup plus facilement dans le groupe. Et pour preuve, c'est que je changeais de quartier assez souvent, comme je le disais tout à l'heure. Et à chaque fois que je changeais de quartier, je me faisais des copains. À l'époque, il y avait un mélange. Mais quand on se retrouvait dehors, il n'y avait pas de portugais, il n'y avait pas de... On avait des amis de tous bords. On partageait tout. On partageait... On vivait ensemble. Il n'y avait pas des quartiers... à Mogara, il y avait tout. Quand on faisait le couscous le dimanche, la voisine d'à côté, ou les deux voisines qu'on côtoie le plus souvent, on leur ramenait un saladier de couscous. Mais là, c'est la voisine qui faisait des pâtes, je ne sais pas, elle nous ramenait un petit truc. Il y avait ce partage, il y avait une confiance. C'est-à-dire quand on partait en vacances, il n'y avait pas l'alarme, il y avait la voisine qui surveillait la maison. On me dit, le fait d'avoir été algérienne, est-ce que vous avez... J'ai rien ressenti, rien. Parce qu'à cette époque-là, il y avait on était tous à la même enseigne. J'ai mis très longtemps à comprendre que j'étais algérienne, que j'étais différente de mes copines de classe. Je vous raconte une anecdote. Ma mère, un jour, elle me dit, j'étais à la Verrerie, donc à Firminy, je devais avoir, écoutez, en tout cas, c'est peut-être 8 ans. Et nous habitions donc, c'était une cour fermée, et puis c'est pas très loin, il y avait une petite épicerie. Elle me dit, tu sais, va me chercher des oignons. Elle me donne. Et moi, déjà, il fallait que je... Des oignons. Je ne sais pas ce que c'était, moi je disais des oignons. Je récitais tout le long. Et je suis revenue, j'ai pris peur, parce qu'au milieu de la rue, j'ai vu une dame qui était tatouée. Elle a le tatouage là, puis des grandes robes. Je suis repartie, je rentre à la maison. Non, j'y vais pas, j'ai dit à ma mère. Je lui ai dit, mais j'ai rencontré une sorcière. Je lui dis, j'ai rencontré une sorcière. Et alors elle me dit, mais ça va pas, mais celle-ci, elle est comme moi. Mais je lui dis, mais toi t'as pas ça, elle n'était pas tatouée, ma mère. Et puis je lui dis, mais j'ai pas vu des robes. Alors je lui disais des robes comme des rideaux. Parce que c'était des robes légères. Alors elle me dit, mais non, mais
Elle est comme... Alors elle me dit, mais non, elle est comme nous, elle est comme moi. Et je comprenais pas, je dis, mais qu'est-ce... Elle est algérienne, elle avait beau me dire algérienne. Mais moi, être algérienne, je comprenais pas ce que ça voulait dire. On habitait un quartier, il y avait 25 locataires à peu près. 25 locataires. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une telle solidarité, les voisins, eh ben, ils se retrouvaient les après-midi, eh ben, ils faisaient la cuisine, et puis on mangeait tous ensemble, dehors. Tous les gamins, tous les marmots, on jouait, on faisait du vélo, les boîtes de conserve pour faire des échasses. Mais c'était les vacances, on passait nos 2 mois comme ça, mais c'est merveilleux, je vous dis, c'était une belle enfance que j'ai eue. Là, quand vous parliez de racisme, on ne peut pas le sentir. Sinon, maintenant, vous trouvez quelqu'un qui va vous partager la soupe, le voisinage, c'est fini tout ça. Ben, l'école, pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une école en Kabylie, alors on arrive à 10 ans, il fallait tout apprendre. J'ai commencé un petit peu chez les petits, on apprenait l'alphabet et tout ça. Je me souviens d'une anecdote, c'est que je ne savais pas dire U, alors je disais OU, et puis, mais quand il était dans une phrase, j'arrivais à le prononcer. U, dada, j'arrivais à le dire, mais U tout seul, c'était difficile. Et puis après, bon, on apprend vite sur le tas quand on vit dans un pays. Voilà. Moi, je me souviens d'une des dernières classes de primaire que j'ai fait à Côte-Chaude. C'était un certain Jean-Louis Vierne, que j'adore, hein, que j'adore parce qu'il m'a tout appris. Hein. Il m'a tout appris. On était une classe de 18. Il s'occupait bien de moi. Et j'ai eu une fracture du tibia. À l'époque, une fracture de tibia, c'est pas 15 jours d'immobilisation, c'était 3 mois. Et pendant 3 mois, il venait tous les soirs à la maison m'apporter les devoirs. Non, j'ai gardé des bons souvenirs avec tous les instituteurs que j'ai eus. Et d'ailleurs, pour vous dire, je suis arrivé donc à l'âge de 10 ans. À 16 ans, j'ai participé à mon certificat d'études que j'ai obtenu. La culture, alors attendez, la seule chose, ce que je peux vous dire, ressenti, c'est le ramadan. C'était quelque chose qui est pratiqué toujours. Puis alors oui, le ramadan, l'ambiance ramadan, les gâteaux, le mouton, voilà, c'est ça. J'aime Noël, j'aime le journal, j'aime la fête, et le ramadan, l'ambiance ramadan, j'aime les 2 cultures. L'image d'un Kabyle, c'est que chez nous on parlait Kabyle, mais à l'extérieur il fallait s'ouvrir. La culture, quand il n'y avait pas que le parler, hein, il y avait les coutumes, donc le repas, le couscous traditionnel du dimanche, les fêtes, je dirais, religieuses à l'époque. On avait des petits contes kabyles que les parents, on n'avait pas de télévision, donc les petits contes kabyles que les parents nous racontaient les soirs. Moi, mon père, quand je suis arrivé le jour même où on avait une maison, comme je disais, une maison bien à nous, il m'a attrapé, il m'a dit, écoute, je vais te dire, ici en France, considère-toi comme un invité. Bon, sur le coup, j'ai rien compris. Honnêtement, je n'ai rien compris. C'est par la suite que j'ai compris le sens de sa phrase. Il n'a jamais mis les pieds dans une école, mon père. Mais j'ai trouvé que cette phrase, elle avait un sens par la suite. C'est-à-dire quand on va chez quelqu'un, on respecte ses traditions. On peut suivre les nôtres. Rien n'interdit. Ah, mais vous savez, mon pays d'origine, j'y suis retourné. Mes enfants. J'avais mes enfants. J'avais 2 enfants. Alors, vous voyez, je ne suis pas allé avant. Hein. C'est parce que je me suis marié avec un Algérien, déjà, d'une part. Et puis, j'avais envie de découvrir. J'ai remis les pieds en Kabylie 4 ans après. On se sentait tout de suite quelqu'un de la ville. Hein. On avait une autre image du pays, mais il y avait quand même la nostalgie du pays. C'était très très proche. On aimait bien y aller, on y allait pratiquement chaque année après. Et sinon, pour ma part, tout seul, je suis retourné en 1974. Le 1er avril 1974, j'ai dû passer 36 mois d'armée en Algérie. C'est une parenthèse, je ne regarde pas parce que ça m'a permis de connaître autre chose de l'Algérie, la diversité culturelle, la diversité de tout, et puis de dire que les gens, au fond d'eux-mêmes, ils se disent berbères, ils ne se disent pas arabes. Et puis après, je retournais plus
un peu partout. J'allais pas que dans mon village. Entre-temps, on se fait des amis. Quoique j'y allais quand même. Hein. Je vais en Algérie, je suis obligé de passer par mon village. Obligé. Obligé. Serait-ce une nuit, mais il faut y aller. Un pèlerinage. Moi, j'ai ma maman, elle aime bien y aller. Elle y retourne assez souvent. Mais elle reste 3 semaines et puis c'est bon. Hein. Elle reste 3 semaines, elle rentre. C'était rallye et puis c'est devenu casino. Donc j'étais vendeuse là-bas, en gros électroménager. Et donc quand j'avais des clients, aussi bien maghrébins, que ce soit toutes les races confondues, hein, étrangers, et ben c'est sûr que j'entendais des petites choses de la part du service commercial, du service après-vente. Des collègues, hein, je vous parle collègues. Si. Oh ben ouais. Moi j'ai eu des problèmes, une fois je vais à une télévision, j'ai vendu un téléviseur et que c'était des gens de Montchauvet. Et puis le service, c'était le service après-vente qui faisait la livraison. Et ben ils n'ont pas voulu livrer la télé. Alors je me suis dit, mais je suis vendeuse, je suis là. Qu'est-ce que je fais? J'ai attrapé le directeur, je suis allé le voir. Et ben il a fallu, après donc il a donné des ordres, mais ça a été difficile. Alors le service a fait, oui, tu comprends, il y a que des Arabes là-bas, ils sont en train de voler. Des petites choses comme ça. Des réflexions. Et ça qui vexe un petit peu, mais enfin moi ça me passe au-dessus parce que j'ai eu une autre éducation, c'est tout. Une fois j'ai fait un petit remplacement dans un restaurant parce que je voulais me payer une voiture et j'avais pas suffisamment d'argent. Donc j'ai voulu travailler l'été et j'avais des collègues et elle me dit, un jour je lui dis, elle me dit mais par où tu passes? T'habites au Chambon et par où tu passes? Ben je lui dis, moi je passe par les derrière, rue Pierre-Sémar. Mais ça va pas là-bas, c'est plein de bougnoules. Mais je lui dis, mais moi j'ai pas peur, j'en suis une. Voilà mes réflexions. Mais c'est tout. Mais alors après, ah, non, ah bon? Oh là là, ben excuse-moi, on s'excuse. Mais voilà, mais c'est ridicule, c'est des petites choses comme ça. Moi, je vais à mon père de nous avoir amené là, et c'est pas que mon père. Bon, quand je discute avec des amis qui ont mon âge ou même qui sont plus âgés, alors ils sont contents d'être là. Parce qu'il nous a sortis d'un milieu qui, aujourd'hui, je serais resté en Algérie. À l'époque, ils m'auraient laissé en Algérie. Je ne sais pas si je me serais intéressé à la culture berbère comme je m'intéresse maintenant. J'aurais pas fait d'études. Je peux l'affirmer, nous sommes 8 enfants. Nous avons tous travaillé. Maintenant, si on est à la retraite, nous sommes à la retraite. Mais nous avons tous travaillé. Nous n'avons pas connu, nous ne savons pas ce que c'est le chômage. J'insiste beaucoup. Nos enfants ne savent pas ce que c'est le chômage. Et il y a même des arrière-petits-enfants qui ne savent pas ce que c'est le chômage. Ils travaillent. Voilà, je suis fière de le dire. Et là, je vénère mon papa. Le pays qui m'a élevé, qui m'a éduqué, c'est la France. Je me sens à 100% français. Il n'y a rien à dire. Mais il faut quand même vous dire que, qu'on le veuille ou non, on garde en soi notre culture d'origine. Et la culture d'origine, je crois que c'est, il ne faut pas la perdre. Pour nous tous, la France, elle s'est faite comme ça. La France, il y a des Italiens, des Espagnols, des Portugais, mais bon, ils sont français. Mais ils ont quand même leur fibre de Portugais, d'Italiens, de Turcs, etc. C'est ça qui fait la richesse de la France. Si le monde entier était comme ça, il n'y a aucun souci. Hein. Aux alentours de 65, les années 1965. Et puis, bon, je pense qu'il a travaillé quelques années et puis il nous a emmenés. Moi, les années, enfin 73, moi j'étais là. Donc il a fallu qu'il travaille, qu'il loue une maison, qu'il puisse meubler la maison pour pouvoir nous emmener un peu dans le confort. Les personnes avant, ils ne venaient pas tout seuls en fait. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas le chemin. Mon père racontait qu'ils logeaient, enfin ils étaient plusieurs dans un appartement. Donc ils s'entraidaient, ils étaient là, ils s'entraidaient, bon, ils cuisinaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils partageaient tout en fait. Avant c'était comme ça, il fallait attendre le retour d'un document pour pouvoir ramener la famille. Mais il fallait que la maison soit bien meublée, enfin qu'il fallait bien une maison, quoi, bien meublée, bien entretenue, pour pouvoir accueillir la famille. Donc j'habitais du côté de Montbrison, du côté de Sury, du côté de Saint-Lambert, on habite un peu partout. Donc j'ai aussi bien vécu la campagne en Turquie qu'en France. Il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de jalousie, pas d'irrespect, c'était pas... Non, avant c'était pas comme ça.
C'était très bien avant. Quand on était petits, on était fiers d'être Montchauvet. Quand on disait on habite à Montchauvet, ah oui, Montchauvet, oui, oui, ce grand bâtiment. Personne ne disait rien, ils disaient bah c'est bien, c'était du luxe quoi d'habiter dans un quartier comme ça. C'était un bon quartier, c'était pas mal vu, pas du tout, on était très bien. Comme on était loin du centre-ville, on avait le crémier, enfin le laitier qui venait, on avait le pain, on avait 2 camions de pain qui passaient, on avait le camion de glace qui passait. On devait être 3-4 familles turques et des familles algériennes, tunisiennes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y avait autant de Français, d'Italiens. Ben, eux venaient chez nous, nous on allait chez eux. Quand c'était l'été, on était dehors jusqu'à 11h, minuit, 1h. On partageait ce qu'on préparait. On partageait nos soucis, on partageait plein de choses. Elle, sa cuisine, c'était sa cuisine. Il ne fallait pas rentrer dans sa cuisine. Il fallait juste regarder comment elle cuisinait. Il fallait apprendre comme ça, il ne fallait pas toucher. Ma mère était très, très ordonnée, très... voilà, elle était comme ça. Elle disait, touchez à rien, mais regardez comme je fais. Comme ça, quand vous êtes chez vous, quand vous aurez votre maison, vos enfants, votre mari, vous cuisinerez. Mais voilà. Je sais qu'une fois, dans la cuisine, on s'est mis avec ma petite sœur, on a fait du pain farci. Et ma mère était partie chez quelqu'un avec mon père. Et quand elle est arrivée, elle nous a vus, on l'avait préparé. Elle nous a crié. Elle a dit, qu'est-ce que vous avez fait dans ma cuisine? Mon père qui disait, mais regarde, elles sont préparées toutes seules comme des grandes, laisse-les faire un petit peu. Ben, finalement, quand elle a mangé, elle a aimé, ben, elle a dit, c'est bien, donc vous avez bien regardé, vous avez bien appris alors. Matin de bonne heure, les parents partaient aller chercher chez le paysan le mouton. Donc le mouton était coupé, enterrer les organes, ils enterraient les organes qui ne se mangeaient pas en fait, dans la terre. Et puis le reste, ça venait à la maison. On en faisait cuire et puis tout le monde en mangeait. Puis on appelait nos voisins, on partageait avec les autres. Et puis on en distribuait, parce que quand on coupe le mouton comme ça, il faut en distribuer au moins dans 7 familles différentes. Ça, c'est l'essentiel. C'est très bien parce que c'était la famille, on était en famille, on partageait. On parlait des moments qu'on a eus chez nous, en Turquie, on parle un peu de la famille. En fait, on parle de tout. Quand on est réunis comme ça, on parle de tout. Mes parents avaient des terrains, donc je sais que mon père cultivait du blé, aussi bien du blé, faisait du fromage qu'il vendait sur les marchés quand on partait 2 à 3 mois dans l'année. On prenait plaisir à partir, on était contents de partir. On se préparait déjà, donc mes parents nous achetaient des nouveaux vêtements, parce qu'on allait partir en Turquie. On était contents, donc on n'en dormait pas, on dormait avec nos vêtements, nos chaussures, nos nouveaux vêtements, qu'on mettrait là-bas en arrivant. Déjà, eux étaient au courant parce qu'avant, il n'y avait pas de téléphone, c'était par courrier. Par courrier ou alors une voix qui s'enregistrait sur une cassette. Donc les voisins, les cousins savaient déjà qu'on allait venir à peu près à telle date dans notre pays, chez nous. Et donc ils nous accueillaient déjà avec plein de repas qui sont prêts. Je sais qu'il y a une année, je pense qu'on a dû partir 5-6 mois quand même. Parce que j'ai vu la neige, je suis allée à l'école un petit peu. J'ai mis le tablier noir avec le col blanc, je me rappelle très bien. Il y en a qui étaient curieux en disant, tiens, dis-moi un mot en français, tiens, ça s'appelle comment? Ça c'est quoi? Donc les professeurs aussi disaient, tiens, écris-nous quelque chose en français, est-ce que ça tu le sais? Voilà. On emmenait des choses d'ici, enfin, on emmenait du Nutella, on emmenait de la vache qui rit, donc ça les intéressait de goûter, de voir ce que c'est, ils étaient bien contents, du chocolat, enfin des choses de la France quoi. Il n'y avait pas d'électricité, c'était des lanternes à gaz, il me semble que c'était à gaz. Les toilettes étaient dehors, avant les toilettes n'étaient pas à l'intérieur, donc c'était au bout de la cour qui devait faire je ne sais pas combien de mètres. Dans les villages c'était comme ça avant, pas d'eau, pas d'électricité, pas de confort. On ramassait aussi les besoins des vaches et tout, donc on en faisait avec des cerceaux comme ça, on en faisait je sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir les mettre au feu de bois. Voilà. Quand on est petit, ça manque, mais arrivé à un certain âge, ça manque pas. Quand on est adolescent, on ne veut pas rester. Au bout de 2 semaines, on se dit, oh là, vivement qu'on s'en va. Il y a le 23 avril, le jour des enfants. Les personnes de notre origine louent des salles exprès pour pouvoir faire cette fête. C'est comme les marionnettes
de la France, par exemple, nous, on a Nasret Tenoja. C'était un monsieur qui s'habillait un peu bizarre. Donc, il avait beaucoup de blagues. Et il y a toujours quelqu'un qui s'habille comme lui, comme un clown, comme le clown, voilà. Et lui, il fait des spectacles, il distribue des bonbons aux enfants, il leur pose des questions. Voilà, il y a des spectacles préparés comme ça. Il y a des groupes d'enfants qui chantent, qui ont déjà préparé un chant spécial. Les personnes importantes sont le maire, enfin les gens de la mairie ou des gens importants qui sont invités aussi. Voilà. D'abord, ils respectent leur religion, mais il y en a qui ne vont pas tout le temps. Et pour les jours importants, quand il y a les fêtes, pour le ramadan et tout, pour la fête du mouton, là tout le monde est invité parce que la mosquée coupe le mouton et là il invite les gens à venir manger à la mosquée. Les personnes vont là-bas pour prier, et puis c'est un endroit pour se rassembler, pour parler des choses importantes. D'ailleurs, le groupe de jeunes, ils vont souvent les vendredis, samedi, dimanche. Il y a du baby, il y a des matchs à regarder, ils font des jeux. En fait, c'est bien parce que les jeunes restent groupés là-bas. Ils vont pas traîner dans la rue, faire n'importe quoi. C'est un peu pour ça aussi, pour les jeunes. C'est fait exprès. Donc, sinon, les petits d'un certain âge, ils vont là-bas pour apprendre le Coran. Ils vont là-bas pour apprendre mieux leur langue. On a les chaînes étrangères, on a les chaînes turques, donc on écoute aussi bien les informations turques que les informations françaises. Donc voilà, on est toujours au courant de ce qui se passe là-bas, aussi bien qu'ici. Ben ici, moi je suis chez moi, je me sens chez moi ici, ben oui. Quand je vais là-bas, comme je disais tout à l'heure, c'est au bout de 2 semaines, on dit alors on rentre chez nous, parce qu'ici c'est chez nous, bon. On n'est peut-être pas chez nous, pour certaines personnes, mais moi je suis chez moi. Moi, j'ai vécu dans une petite ville, oui, à l'époque du communisme. C'était l'époque du communisme. On n'avait pas le droit d'aller à l'église. Pour Noël, on ne fêtait pas. Moi, le premier chocolat Toblerone que j'ai goûté, j'avais 16 ans. En fait, on consommait des produits qui se fabriquent chez nous. Des fois, on se retrouvait tout le monde avec la même chaussure. Parce que moi, j'avais un frère et il s'amusait avec ses copains un soir et ils ont cassé les lampes sur à la rue. Et la police, ils l'ont battu, il était à l'hôpital pour une lampe. C'était l'époque du communisme, c'était super strict. Tu n'avais pas le droit de mettre les Iron Maiden ou les trucs de musique métal. On avait tous des voitures et notre maison. Tout le monde était pareil, il n'y avait pas des riches et des pauvres. On était tous à peu près là. Et après, ça a commencé les changements, il est devenu la démocratie. C'était un peu strict, mais tout le monde, on avait des règles. Il y avait des règles, c'était, je sais pas, moi, je trouvais que c'était pas plus mal. Je sais pas, peut-être ça. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 17 ans. Après, je suis partie à Sofia, c'est la capitale de Bulgarie. Je me suis mariée très jeune, à 17 ans. Mon mari était quelqu'un de célèbre en Bulgarie. C'était un joueur de tennis de table. Il a joué à Séoul, les Jeux olympiques. Et en Bulgarie, j'ai ouvert une salle de gym en fait, dans ma maison. J'avais une grande maison et j'avais une salle de gym. J'ai travaillé là-bas. Et en Bulgarie, il y a des requêtes. C'est des mafias en fait. Et tous les 3-4 mois, il faut payer pour que tu existes, pour que ton établissement. Sinon, il te met en pression, il te prend la voiture, il te menace la famille, tout ça. Et moi, je ne pouvais pas payer.
Après Sofia, je suis partie à Dubaï. Et mon mari, il est parti d'abord lui. Il a trouvé du travail comme entraîneur dans un club à Dubaï. Et après, je suis allée, j'ai accouché ma fille et moi je suis allée aussi. Et la vie à Dubaï, franchement, j'ai adoré. Moi, j'ai un mari qui a presque, qui a après 60 ans. Et là-bas, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de... Demain, ils te disent, on n'a plus besoin de toi, aucune sécurité en fait. C'est ça qui est pas bien à Dubaï. Tu es bien, jusqu'à ce que tu as ton travail, tu peux gagner beaucoup, mais le lendemain, tu peux te retrouver à la rue sans rien du tout. Et il a commencé de réfléchir de ça aussi. Ben, j'ai retourné parce que j'ai dit, je vais essayer encore de faire quelque chose en Bulgarie. Avant que mon mari trouvera du travail, il trouvait facile parce qu'il est connu. Il a choisi la France parce que il a dit là-bas il y a plus de sécurité, c'est plus proche chez nous. Je n'ai pas resté beaucoup en Bulgarie, j'ai resté un an en Bulgarie, pas beaucoup. Après, mon mari il a reçu cette proposition pour la Grande Croix et on a décidé de venir ici. Quand j'étais petite, on regardait beaucoup de films avec Louis de Funès, Alain Delon, Brigitte Bardot. C'est ce que je connaissais de France, pas grand-chose. J'avais une autre image, mais après, la ville, c'est une petite ville, un Grand Croix. Mais au début, c'était bien parce que ma fille, elle était petite. Là-bas, c'est un petit village, tout ça. Moi, je n'avais pas beaucoup de contacts. Je ne comprenais rien du tout. On a resté 3 ans là-bas. Je ne me sentais pas bien parce que toujours à la maison. J'ai commencé d'apprendre un peu, de pouvoir communiquer avec les gens. C'était pas facile. Je me suis inscrite les centres sociaux pour faire des contacts, tout ça. Et au début, c'était dur. Hein? J'étais un peu... Surtout la barrière de langue. Quand j'ai commencé de travailler un peu, pour garder des enfants, pour apprendre la langue, tout ça. Et après, j'ai commencé j'ai travaillé un peu dans la restauration, comme serveuse. Et pour évoluer en français, pour améliorer mon français, mais j'ai toujours voulu avoir quelque chose à moi. Il y a une proverbe, comment ça se dit? Une proverbe chez nous que j'adore. Ils disent travaille sur tes rêves parce qu'un jour quelqu'un va t'engager et tu vas travailler pour ses rêves à lui. J'ai vendu ma maison en Bulgarie, j'avais un peu d'argent à côté et j'ai vu qu'ils vendent un magasin de bijoux féminins. J'ai tenu à peu près 6 ans un magasin de bijoux. Et là, aussi avec la crise, j'étais obligée de déposer bilan. Et j'ai perdu tout mon argent. Tout ce que j'avais, de l'argent de ma maison que j'ai vendu en Bulgarie. Mais je ne regrette pas. C'était une bonne expérience. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Mais bon, après, j'ai des amis, j'aime beaucoup la région ici. Les gens, ils sont super ici. Les gens pour qui je travaille, ils sont bien. Même si je gagne un peu moins, je me sens riche avec les gens qui m'entourent, que je peux compter sur eux. Je me sens bien, même des fois que je trouve que c'est injuste, je me sens bien ici à Firminy, pour l'instant.
Et là, en France, je vous dis, j'aime bien, mais c'est un peu dur. La vie est devenue un peu dure. Si je peux rien faire en France pour gagner plus, je ne sais pas si je vais rester. Mais ma fille, elle va rester en France. Elle est française, elle ne peut même pas communiquer avec sa grand-mère parce qu'elle parle bulgare. Mais des fois, il y a des mots. Elle n'aime pas, moi, quand je mets des musiques bulgares, elle n'aime pas. Elle dit, mais maman, arrête, ça j'aime pas du tout. Quand elle va en vacances là-bas, elle ne veut pas trop rester. Parce que ça reste notre mentalité. Moi, s'il faut le refaire, ce parcours, je vais le refaire. Parce que moi, en Bulgarie, je ne voyais pas l'avenir. Je suis économiste par mon éducation. Je travaillais dans une grande entreprise qui distribuait le jus naturel de vignes en Géorgie. Et je suis, si je fais traduction exactement, comme chef de vente. Et plus ça, j'ai mon business, j'ai mon terrain familial avec un grand jardin. Par exemple, il y a 200 arbres de pommes, 50 arbres de poire. Et on a exporté les fruits dans la Rousse, dans l'Arménie. Je grandis en famille mixte. Mon père, il est par origine il est géorgien. Ma mère, il est arménien. Ma famille est arménienne. Et puis mon naissance, j'ai bien intégré la société arménienne. Je bien sais ses problèmes, je bien sais ses cultures, je bien sais ses langues. En 1991, quand l'Union soviétique était cassée finalement, Géorgie trouvait son indépendance. Le premier président de Géorgie, il est un peu fanatique. Parce qu'il a prononcé Géorgie pour Géorgien. Et c'est tout. Toutes les autres origines dans la Géorgie, c'est juste visiteur. La période de 1991 puis 2008, Géorgie passait 4 guerres civiles pour son politique. C'est politique à frapper de l'autre origine, à frapper de l'autre confession, à frapper de l'autre religion. Des Arméniens en Géorgie, il y a la population, par exemple, si la Géorgie population c'est 3,5 millions en total, des Arméniens en Géorgie, ça 500 ou 600 000. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est vraiment trop fort. Pour l'élection, il a ses droits aussi. Notre pays, c'est Géorgie. On habite à Géorgie, on a besoin de respect des lois de Géorgie, mais on est arménien, on a notre droit. Il a droit pour étudier ses langues d'origine, ses histoires, ses cultures. Et ça, c'est ses droits, ça c'est normal. Pour l'origine qu'ils habitent puis je ne sais pas plus quand, dans ces territoires. Et après ces 4 guerres civiles, Géorgie a très attention avec l'autre origine qui habite à la Géorgie. Et chaque origine qui prononçait le droit pour son identité, il a tout de suite à frapper ça. Par exemple, je travaillais comme bénévole à parti qui protégeait les droits des Arméniens en Géorgie. Protéger des églises des Arméniens, ses langues, ses cultures. C'est pour ça que le gouvernement de Géorgie prononçait nous, notre parti, comme parti de séparatistes. Et le gouvernement de Géorgie a décidé pour donner comme prison 10 ans, ou 17 ans. Non, 17 ans pour cousin de ma femme et 10 ans pour leader de parti. Mes cousins de ma femme, maintenant il a caché, il a cherché par policiers et services de sécurité de Géorgie. Et c'est pour ça que je quittais la Géorgie, parti pour demander l'asile, parce que dans la recherche de cousins de ma femme, tous les services de sécurité passaient chez moi et chez ma femme pour chercher lui. Je suis arrêté 2 fois par policier, 1 fois par policier, 2e fois par service de sécurité. Mais ce n'est pas arrêté officiellement.
C'est- quand je restais 24 heures dans quelques chambres, même aujourd'hui, je ne sais pas où. Quand plusieurs gens ont frappé moi pour prendre quelques informations de moi, et ces petites choses, finalement, il a fait la décision de quitter le pays. Je quittais tout ce que j'avais à Géorgie. Je cassais mon carte bancaire, je, je quittais mon grande maison, un grand bâtiment en centre-ville. Je rentrais en France avec 2 enfants, avec ma grand-fille et petite-fils. Le troisième fils, le troisième enfant, il est né ici en France. En 2012, ma fille était 12 ans et mon fils, il a 4 ans. Géorgie, il y a pays beaucoup de corruption. Je rencontre plusieurs gens qui font ce business noir. Ils m'ont demandé beaucoup d'argent pour ça, mais pas donné de garantie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter tout seul. J'ai acheté juste le billet d'avion, je rentrais à Belarus, et après, tout seul, je passais la frontière de Pologne. Et quand je passais la frontière de Pologne, le douanier de cette frontière, quand il a regardé que dans notre passeport il n'y a pas de visa, il demandait moi qui m'a donné le droit de passer cette frontière. J'ai expliqué que j'ai quitté mon pays. J'ai quitté mon pays pour mon problème et je voudrais demander l'asile à l'Europe. Et permettez-moi de passer ces frontières. Ils l'ont enregistré moi comme demandeur d'asile et permettez-moi de passer ces frontières, mais je ne restais pas ni jour à Pologne parce que mon but c'est la France. Pourquoi la France? Je n'ai pas choisi ça par prénom ou pas. Non. La France, c'est le premier pays dans tout le monde qui connaît le problème des Arméniens dans tout le monde. Donc quand je passais la frontière de Pologne, vous imaginez, c'est la frontière de Pologne, il y a un grand bâtiment de douanier, et quand je sortais ces bâtiments, il y a plusieurs voitures qui garaient là, et tout de suite ils parlent russe. Ils connaissent que ces bâtiments, qui passent ces bâtiments avec des grands sacs ou quelque chose, ça c'est demandeur d'asile ou quelques touristes. Et il a contacté avec moi par la langue russe. Est-ce que je voudrais partir quelque part? Comme ça, je rencontrais personne. Quand je disais que mon but c'est la ville de Saint-Étienne, en France, il a regardé sur GPS combien de kilomètres ça fait. Puis, cette ville à Pologne, Saint-Étienne, ça a presque 1800 km. Il m'a demandé 1 euro pour chaque kilomètre. Et c'est pour ça que je payais 1800 euros. 3 jours, on a resté sur la route. Je ne sais pas quelle route, parce qu'on a 100 vitres. On a sorti ces camionnettes, généralement dans la nuit. 3 jours et 2 nuits, on a resté sur le camion. Finalement, on arrive à Saint-Étienne. Ma soeur, qui habitait à Saint-Étienne, c'est pour ça mon but d'arriver en France, c'est Saint-Étienne. Et quand je passais la frontière de Pologne, j'ai acheté un SIM card pour appeler ma soeur. Et dit que je suis dans l'Europe, je suis dans la sécurité. Et ma soeur m'a dit que le gouvernement de France acceptait notre problème. Et j'ai tout de suite passé chez ma soeur. Mais là, cette période, je ne connais pas ni son adresse, ni sa maison. Je demandais, je vous ramène moi à Centre-Ville, etc. Premier jour à Saint-Étienne, je peux vous dire première nuit à Saint-Étienne. Parce que j'arrivais à Saint-Étienne il y a presque minuit. À 11h30, on a sorti plage Jean Jaurès. Mais avant, je ne connais pas. Je ne sais pas c'est quelle plage. Je sortais à côté de l'église, je regardais. Et je ne sais pas, je suis où. C'est le centre-ville. Ou peut-être ça, c'est l'autre ville. Je n'ai pas de garantie. Je parlais anglais, je parle anglais bien. Première personne que j'ai vue dans la rue, je demandais à l'anglais, ça c'est Saint-Étienne ou quelqu'un d'autre ville? Quand il m'a dit oui, ça c'est Saint-Étienne. Je suis d'accord, après j'ai appelé ma soeur, expliqué qu'il est où je suis, il est arrivé chez moi, on a passé chez eux. Ça c'est notre première nuit. Quand, un matin, quand on a réveillé, je n'ai pas d'argent, parce que je paye mon dernier argent à ce dépasseur. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de documents. Mais
Je suis avec ma soeur, je suis avec ma famille, on est vivant. Ça se fait pour moi pour cette période. Et petit à petit, on a rencontré la ville, on a rencontré les places, on a rencontré la préfecture, on a rencontré cette procédure de demande d'asile. Après 90 jours, je passais la procédure assignation aux résidences. Ça, c'est comme quelques criminels. Chaque matin, j'allais au commissariat au Firmini, signer quelques papiers, que je ne suis pas caché, je suis pas de criminel, pas de voleur. Et après ces 90 jours, la préfecture de Loire m'a envoyé un courrier qu'il a constaté, oui, maintenant la France est responsable pour votre demande d'asile et on vous écoute. Oui, c'est très compliqué, procédure administrative. Il y a beaucoup de bureaux et là où on a besoin de passer avec beaucoup de papiers, avec beaucoup de lettres, avec beaucoup de courriers. Oui, ça c'est le problème, mais ça c'est pas le problème politique, ça c'est le problème administratif. Mais le politique dans la France, c'est toujours démocratique. La France est le premier pays de révolution, pas oublier ça. Le premier pays qui déclarait la déclaration des droits de l'homme. C'est le premier pays. La France, c'est le pays de trop grande histoire. J'habite à l'Union, dans un bel appartement. C'est le comité de parrainage. Par exemple, pour moi, il y a 35 personnes, comité de pilotage, qui, chaque mois, qui donnent quelques argent, qui participent de ce projet d'aider-moi de ce loyer en habitation. Donc, je donne le cours d'anglais pour soutien scolaire. Je travaille comme bénévole à l'épicerie solidaire. Et je travaille comme bénévole à l'accueil de Saint-Martin. C'est le petit studio d'urgence pour personnes sans hébergement. Je crois que j'ai bien intégré la société. Pour tranquillité de ma famille, c'est mieux pour rester en France. Pour tranquillité, pour rester vivant. Totalement pour rester vivant. C'est mieux pour rester en France. Mon but, c'est la nationalité française. Oui, je ne sais pas comment mes enfants, mais mon but, c'est le retour à Géorgie et continuer à me battre contre le gouvernement, me battre pour le droit des Arméniens. Mais j'ai besoin de passeport français pour, comme ça, je suis sous protection de mon pays. Parce que citoyen de Géorgie, on n'a pas protecté. Salt and indigo all around, mirrors in the sun, slaves go blind for the sake of gold and titles they died, so the
me.